J'ai tué ma mère ce soir-là. Non pas d'un coup de couteau ou d'un poison subtil, mais d'un regard qui a brisé le sien, comme un miroir fêlé sous la pression d'un secret trop lourd. Elle gisait là, sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien à Paris. Non pas morte, mais vidée. Son empire de mensonges effondré en un instant. Et pourtant, en la voyant s'effondrer, j'ai ressenti une joie perverse. Celle du fils qui, après des années de chaînes invisibles, enfin respire l'air libre de la vengeance. C'était il y a 10 ans, mais le sang pulse encore dans mes veines comme si c'était hier. Elle m'avait élevé dans l'ombre de ses ambitions, me façonnant en bouc émissaire parfait pour ses crimes financiers, me faisant porter le poids de ses dettes occultes auprès des banques et des associés. Les vols coûtent 1450 € chacun. Avait-elle susurré ce matin-là, ses lèvres peintes en rouge, s'empincer en un sourire carnassier. Si tu ne peux pas, reste, et puis, sans un battement de cils. Elle m'avait facturé 9 540 €. Le prix exact de 6 allers-retours pour New York. Ces voyages qu'elle prétendait être pour notre famille, mais qui n'étaient que ses échappées pour dilapider l'héritage de mon père. J'avais payé, bien sûr, parce que c'était le rôle qu'elle m'avait assigné, le bon fils, le martyr consentant. Mais ce soir-là, alors que la Seine charriait ses eaux noires sous les ponts, j'ai décidé que le rôle était terminé. Paris, cette ville de lumière factice, s'étendait devant moi comme un théâtre en ruine. Les boulevards Haussmann, avec leurs façades impeccables masquant les pourritures intimes, étaient le décor parfait pour notre drame familial. Ma mère, Élise Duval, était une figure de la haute bourgeoisie parisienne, veuve éplorée en public, requin en privé. À 48 ans, elle dirigeait une galerie d'art dans le Marais, où les toiles de maître servaient de couverture à ses escroqueries. Elle avait séduit mon père, un banquier naïf, pour son argent, puis l'avait poussé au suicide en le ruinant par ses dettes de jeu. Moi, j'étais le témoin muet, le fils aîné de 25 ans à l'époque, étudiant en droit à la Sorbonne, qui avait juré de la protéger. Protéger? Plutôt. J'avais été son alibi vivant. Tout avait commencé par un secret chonju, enfoui sous des couches de mensonges si épais qu'ils en devenaient vérité. Quand j'avais 10 ans, Élise avait été impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent via sa galerie. Des oligarques russes achetaient des faux monnaies à prix d'or. Et l'argent sale circulait comme le vin dans les caves de Bordeaux. Mon père avait découvert les comptes offshore, ces paradis fiscaux nichés dans les ombres de la Côte d'Azur. Au lieu de la dénoncer, il avait tenté de la raisonner, de la sauver. Elle l'avait accusé, lui, le pilier de la famille, d'avoir tout orchestré. Les flics étaient venus. Menotté par mon propre témoignage forcé, papa m'a dit de mentir. Il voulait l'argent pour nous, un mensonge qu'elle m'avait fait répéter la nuit entière. Une bouteille de cognac à la main pour noyer ma peur enfantine. Il s'était pendu dans son bureau. Une lettre d'adieu pliée en 4. Protège-la. Mon fils. Elle est brisée. Brisée, elle était un serpent qui changeait de peau à chaque lune. Après sa mort, elle m'avait élevé dans le luxe coupable, l'appartement rue de Rivoli, les dîners au Fouquet's, les leçons de piano avec un maître viennois. Mais chaque cadeau était une chaîne. À 18 ans, quand j'avais voulu partir étudier à Oxford, elle avait pleuré. « Ton père t'a abandonné. Ne m'abandonne pas toi aussi. » J'étais resté. À 22, quand une fiancée, Sophie, m'avait demandé de choisir entre elle et cette sorcière. J'avais rompu, parce que Élise avait murmuré « Elle te quittera pour un autre. » Comme ton père. Sophie était partie, emportant mon cœur en lambeaux. Maintenant, à 35 ans, divorcé d'un mariage arrangé qu'Élise avait orchestré pour sauver les apparences. Je vivais dans l'ombre de son emprise. J'étais avocat dans un cabinet du 8e arrondissement, défendant les riches contre leurs propres démons, mais jamais contre les siens.
Elle appelait tous les soirs. Sa voix suave comme un vin de Bergerac. Mon chéri. J'ai besoin de toi. Besoin? C'était du chantage. Les 9 540 € n'étaient que la goutte finale. Ses billets pour New York? Pour un amant. Un galeriste américain qui l'aidait à écouler des toiles volées de musées provinciaux. Elle me les avait fait payer, pour la famille. Mais les relevés bancaires, que j'avais piratés un soir d'ivresse, montraient les transferts vers un compte à Manhattan. Je marchais le long de la Seine ce soir-là. L'air chargé d'une humidité automnale qui collait à la peau comme un reproche. Les bateaux-mouches glissaient sous les arches, leur lumière dansant sur l'eau comme des feux follets moqueurs. J'avais rendez-vous avec elle au Café de Flore, ce bastion des intellectuels où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Elle y siégeait, impériale dans son tailleur Chanel, un verre de kir royal à la main. « Assieds-toi, mon fils. J'ai une nouvelle pour toi. » Sa voix était un piège à miel. Elle avait vendu la galerie, soi-disant pour prendre sa retraite. En réalité, pour fuir une enquête de traque-fin sur ses flux suspects. Et moi, j'étais l'héritier désigné, le pantin qui signerait les papiers. Gann vaque les dettes fiscales qu'elle avait accumulées. Les vols coûtent 1450 € chacun. Avait-elle dit en riant, évoquant nos anciens voyages à Deauville. Si tu ne peux pas, reste. Puis, le texto, un virement exigé pour les frais. 9 540 €. 6 fois 1450. Plus les taxes. J'avais payé, les doigts tremblants sur l'app de ma banque. Mais en la regardant, ses yeux verts comme ceux d'un chat de gouttière, j'ai vu le gouffre. Maman. Et si je disais tout, aux flics, aux créanciers? Elle a ri. Un gloussement perlé. Tu ne le feras pas. Tu es comme ton père, faible. C'était le déclic. Faible? Non. J'étais le feu qu'elle avait allumé. Et maintenant, il la consumerait. De retour à l'appartement, j'ai fouillé ses tiroirs, ses sanctuaires de secrets. Des carnets codés, des clés USB cachées dans des boîtes à bijoux. Là, les preuves, email avec son amant, contrat falsifié, et une lettre de mon père. Non pas d'adieu, mais d'accusation. Élise, tu as volé notre vie. Protège-le, ou je te maudis depuis l'au-delà. Elle l'avait caché, me laissant croire à sa culpabilité. Le twist, mon père n'était pas suicidé. Elle l'avait empoisonné. Un lento arsenic dans son café du matin, diagnostiqué comme crise cardiaque. Le médecin, un ami complice, avait falsifié l'autopsie pour 50 000 €. La rage m'a submergé comme une marée montante sur les plages de Normandie. Je l'ai confronté ce soir-là, la lettre à la main. Tu l'as tué. Elle a blêmi, puis souri. Et alors? Il le méritait. Pour m'avoir trahi avec sa morale à 2 balles. Trahi, c'était elle, la traîtresse, qui avait détourné des fonds familiaux dès notre mariage. J'ai sorti mon téléphone. L'enregistrement de sa confession diffusé en direct vers un contact anonyme chez la police. Tu vas payer. Maman. Pour papa. Pour moi. Elle s'est levée, vacillante, et m'a giflé. Tu es mon sang, tu ne peux pas. Mais si. J'ai pu. Les sirènes ont hurlé dans la nuit parisienne, bleu et rouge se reflétant sur les murs crème. Elle a été emmenée, menottée, son maquillage coulant comme des larmes de crocodile. Moi, j'étais libre, mais hanté. La vengeance est un vin amer, on en boit pour se venger. Et on en meurt saoulé. Des années plus tard, en exil volontaire à Marseille, je reçois encore ces lettres de prison. Mon fils, pardonne-moi. J'ai fait ça pour nous. Pour nous? Non. Pour elle.
Et pourtant, dans l'ombre des calanques, je me demande, ai-je gagné? Où suis-je devenu elle? Les jours suivant l'arrestation d'Élise furent un tourbillon de formalités judiciaires. Ces rouages lents et impitoyables de la justice française qui broient les âmes avant les corps. J'ai passé des nuits blanches dans mon bureau du 8e, entouré de piles de dossiers jaunis, à compiler les preuves comme un archéologue exhumant une civilisation perdue. Paris, sous un ciel de plomb novembre, semblait conspirer contre moi, les pluies fines qui s'infiltraient partout, les klaxons rageurs des taxis, les murmures des collègues qui me lançaient des regards en coin, comme si j'étais le parricide de service. Pour comprendre la profondeur de sa trahison, il faut remonter à l'enfance, à ces étés étouffants à Saint-Tropez où le sel de la Méditerranée masquait l'amertume de nos silences familiaux. J'avais 8 ans quand j'ai vu mon père pour la dernière fois avant l'accident. Nous étions sur la plage de Pamplonne, le sable blanc brûlant sous nos pieds nus. Et il m'avait pris à part. Ses yeux bleus, héritage d'un grand-père normand, emplis d'une tristesse que je ne comprenais pas. Écoute, Alexandre, ta mère t'aime à sa façon. Mais souviens-toi, la vérité est un phare dans la nuit. Il avait glissé une petite clé dans ma main. Pour quand tu seras grand. Je l'avais perdue dans le sable. Ou plutôt, Élise l'avait trouvée et jetée, me giflant pour ma maladresse. Elle était belle, ma mère, d'une beauté vénéneuse comme les vignes de la vallée du Rhône qui s'enroulent et étouffent. Originaire de Lyon, fille d'un industriel en faillite, elle avait gravi l'échelle sociale par les lits des puissants, atterrissant dans les bras de mon père comme un papillon sur une flamme. Leur mariage, en 1985, avait été un scandale discret, lui, le fils de banquier protestant, elle, la catholique dévote avec un passé de maîtresse. J'étais né 1 an plus tard, en pleine canicule, dans une clinique privée du 16e arrondissement. Mon petit prince, me appelait elle, mais ses caresses étaient calculées, comme si elles pesaient déjà le poids de mon utilité future. Les premiers signes de sa malfaisance apparurent quand j'avais 12 ans. La galerie venait d'ouvrir. Un antre de velours et de dorure dans le Marais, où les collectionneurs venaient sniffer l'odeur de l'argent neuf. Un soir, un client russe, un colosse tatoué nommé Ivanov, avait payé 500 000 francs pour un Picasso douteux. Élise avait ri, trinqué au champagne. Mais plus tard, dans la cuisine, j'avais entendu l'altercation avec papa. C'est du blanchiment. Élise, ces types sont de la mafia. Sa voix, d'habitude si posée, chevrotait comme un violon désaccordé. Elle avait répondu d'un ton glacial. Et toi, tu préfères la misère? Pense à Alexandre. À son avenir. Le lendemain, les flics étaient là. Et moi, terrorisé, j'avais balbutié le script qu'elle m'avait fait répéter. Papa a tout organisé. Il m'a dit de ne rien dire. Le suicide ou l'empoisonnement avait suivi 2 semaines plus tard. L'enterrement, sous un ciel gris de Toussaint, avait été un théâtre, Élise en noir vaporeux, pleurant sur le cercueil de chêne. Moi à ses côtés, engoncé dans un costume trop grand. Les amis de la famille, ces hypocrites du Rotary Club, murmuraient, pauvre femme, abandonnée par son mari. Abandonnée, elle avait orchestré le tout, et j'avais été son instrument. Gánh tội thay. Comme on dit dans les vieux romans de Dumas, le bouc émissaire, chargé des péchés d'autrui. Adolescent, j'ai tenté de m'échapper. À 16 ans, un été à Avignon, j'ai rencontré Clara, une fille du festival de théâtre, aux cheveux roux comme les vignes automnales. Nous nous embrassions dans les ruelles pavées, rêvant d'une vie loin des chaînes maternelles. Élise l'a su. Bien sûr, ses espions étaient partout. Des domestiques aux amis de salon. Un soir, elle m'a convoqué. Cette petite traînée, elle veut ton argent. Comme toutes. Elle avait fouillé le téléphone de Clara.
découvert des textos anodins et les avait déformés en preuve d'extorsion. Clara a fui, accusée de harcèlement. Et moi, brisé, j'ai juré fidélité à Élise. Tu es à moi, Alexandre. Pour toujours. À la Sorbonne, le droit m'a offert un refuge illusoire. Je disséquais les codes pénaux, rêvant de justice. Mais chaque soir, elle appelait « Raconte-moi ta journée ». Mon chéri. C'était de l'espionnage doux, des questions piégées pour contrôler. Quand j'ai rencontré Sophie, à 23 ans, lors d'un stage chez un cabinet d'affaires, j'ai cru à la rédemption. Elle était professeure d'histoire, passionnée par la Révolution française, ces soulèvements sanglants qui renversent les tyrans. Nos nuits dans son studio de Montparnasse étaient des feux d'artifice, débats enflammés sur la guillotine, rires étouffés sous les couvertures usées. Élise a frappé vite. Un dîner familial au Plaza Athénée, où elle a glissé à Sophie « Mon fils est fragile. Vous savez. Son père s'est suicidé à cause d'une femme comme vous. » Sophie a pâli, douté. Et quand Élise a accidentellement envoyé des photos truquées, moi avec une autre, elle a rompu. Tu es toxique, Alexandre. Libère-toi d'elle. Mais je n'ai pas pu. Pas encore. Les années suivantes furent un lent empoisonnement. Mon mariage avec Isabelle. Une héritière fade choisie par Élise pour consolider les alliances. Fut une farce, une cérémonie à Notre-Dame. Un voyage de noces à Venise où je rêvais de noyer mes regrets dans les canaux. Isabelle a divorcé après 2 ans, invoquant ma froideur. Froideur, c'était la glace qu'Élise avait instillée en moi. Puis vint l'affaire des 9 540 €. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était le symbole de sa voracité. Les voyages à New York pour son amant. Un certain Marcus Hale, galeriste véreux de Soho. J'avais découvert les emails. Ma chérie, ton dernier monnaie est un chef-d'œuvre. Les Russes paieront cher. Et moi, le bon fils, finançant ses adultères. La confrontation avait été le point de non-retour. Après son arrestation, les enquêteurs m'ont interrogé des heures. Pourquoi maintenant? Parce que la trahison n'était pas seulement paternelle, elle était quotidienne. Un venin goutte à goutte. Mais au fond, je me demandais, étais-je le vengeur? Ou juste un autre pantin dans son théâtre? Les nuits à Paris devinrent hantées. Je marchais dans le jardin des Tuileries. Les statues de marbre me toisant comme des juges muets. Un appel anonyme. Une voix déformée, ton père n'est pas mort seul. Élise avait un complice. Qui? Le médecin? Ou pire? Quelqu'un de plus proche? La vengeance ne s'arrête pas à une arrestation. Elle creuse. Elle ronge. Et bientôt, je plongerai plus profond, vers un twist qui me hanterait à jamais. La prison de Fresnes, ce monstre de béton aux portes de Paris, est un purgatoire pour les âmes qui se croyaient intouchables. J'y allai 1 semaine après son incarcération, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Les couloirs sentaient le désinfectant et le désespoir. Les échos des pas des gardiens résonnant comme des sentences. Élise m'attendait dans la salle des visites. Sa beauté fanée mais toujours acérée. Les cheveux grisonnants ramenés en chignon sévère. Un tailleur gris remplaçant le Chanel. Alexandre. Mon amour. Murmura-t-elle en pressant sa main contre la vitre. Ses yeux. Ses lacs verts. Imploraient. Mais je voyais le calcul dessous. Tu as fait une erreur. Libère-moi. Libéré, c'était son refrain depuis l'enfance. Je posai la lettre de mon père sur la tablette. Lis-la. Vraiment. Elle la parcourut, lèvres pincées, puis la déchira lentement. Des mensonges. Il était faible. Comme toi. Faible. Le mot me transperça comme une lame de tolérance zéro. Dehors. Sous un ciel bas de la banlieue sud.
Je me lançai dans une enquête parallèle, contournant les procédures officielles. Mon cabinet me suspendit, conflit d'intérêts. Dirent-ils, mais j'avais des contacts, un ex-collègue. Laurent. Hacker occasionnel. Et une journaliste. Marie. Du Monde. Qui flairait les scandales comme un limier. Nous nous retrouvâmes au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire avait autrefois trempé sa plume dans l'arsenic de la satire. Marie, une brune aux yeux perçants, alluma une cigarette malgré l'interdiction. Ton histoire pue la corruption. Élise n'agit jamais seule. Laurent, avec son laptop bardé de stickers anarchistes, décoda les USB, des transferts vers un compte suisse, liés non pas à Ivanov, mais à un réseau plus vaste, des politiciens du Front National recyclant des fonds via l'art. Le twist surgit comme un coup de tonnerre sur la tour Eiffel. Parmi les complices, mon oncle, frère de mon père, Gérard, ce notaire bedonnant de Neuilly qui m'avait toujours traité comme un neveu prodigue. Il avait falsifié les testaments, détournant l'héritage pour Élise. Pire, il était mon parrain, celui qui m'avait baptisé dans l'église Saint-Sulpice, jurant de me protéger. Trahison en cascade, un domino qui en renverse un autre. Je le confrontai dans son cabinet lambrissé, les portraits d'ancêtres nous toisant. Pourquoi? Gérard? Pour elle. Il s'effondra dans son fauteuil Voltaire. Un verre de Calvados à la main. Elle m'a promis la galerie. Alexandre. Et ton père savait. Il voulait divorcer. Te laisser tout. J'ai aidé Élise à le calmer. Empoisonner. Le complice était familial. Le sang corrompu jusqu'à la moelle. La vengeance s'emballa. Je filai Gérard jusqu'à sa dacha secrète en Normandie. Une maisonnette face à la mer agitée d'Étretat. Là, sous la pluie battante, je le forçai à confesser sur enregistrement les doses d'arsenic, les faux diagnostics, les pots de vin. C'était pour la famille, hurla-t-il, les vagues rugissant en chœur. Famille, un mot souillé. Mais Élise contre-attaqua depuis sa cellule. Des rumeurs, elle accusait moi d'avoir fabriqué les preuves. De vengeance oedipienne. Les médias s'emparèrent, le fils maudit contre la mère martyre. Paris se divisa. Certains la voyaient comme victime d'un système patriarcal. D'autres comme la Médéa moderne. Mes amis me lâchèrent. Marie. Pourtant. Resta. Son cynisme craquelant en empathie. Tu es plus que ça. Alexandre. Le chaos approchait. Gérard, paniqué, tenta de s'enfuir à Genève. Mais je l'interceptai à la gare de Lyon, au milieu du tumulte des voyageurs. Une bagarre brève. Des coups portés dans l'ombre des quais, il s'effondra. Un couteau de sa propre cuisine planté dans la cuisse, autodéfense. Dirai-je plus tard. La police l'embarqua. Et avec lui. Les preuves contre Élise s'alourdirent. Pourtant, dans la nuit, seul dans mon appartement vide, je sentis le doute ronger. Étais-je le justicier? Ou un monstre forgé par elle? La tension montait. UAM comme les brumes du Louvre au lever du soleil. Le procès d'Élise fut un cirque romain transposé au palais de justice de l'île de la Cité, où la Seine coulait indifférente sous les arches gothiques. Hiver 2026. Paris sous la neige rare. Un manteau blanc masquant les fanges. J'étais témoin clé, mais aussi accusé indirect, manipulation familiale. Titraient les journaux. Élise, en tailleur noir, défendait son innocence avec la grâce d'une tragédienne de Racine. Larmes aux yeux, mon fils me hait parce que je l'ai trop aimé. Les audiences s'étiraient. Un supplice byzantin. Gérard, en chaise roulante, balbutiait ses confessions. Mais son avocat, un requin du barreau, le dépeignait comme victime d'un chantage maternel. Moi, je témoignais.
voix ferme. Mais les flashbacks me hantaient, ces dîners où Élise me chuchotait des secrets empoisonnés, me modelant en arme contre le monde. Marie devint mon ancre. Ces nuits dans mon lit un baume contre l'âcreté. La vengeance te consume, murmurait-elle, ses doigts traçant les cicatrices invisibles sur ma peau. Mais je ne pouvais arrêter. Un soir, après une audience où Élise m'avait regardé avec pitié feinte, pauvre garçon, perdu sans moi, je décidai l'irréparable, un deal avec le procureur. Immunité pour Gérard en échange d'un témoignage accablant contre elle, incluant des preuves que j'avais oubliées, des enregistrements de ses aveux à moi. Enfant. Controversé? Absolument. Les féministes criaient au complot masculin, les conservateurs à la décadence morale. Paris se scinda en camp, manifestation devant le palais. Pancarte, libérez Élise. Mère opprimée, contre justice pour les pères volés. Je devins le vilain pour certains, le héros pour d'autres. La tension culmina lors d'une audience publique. Élise, au pupitre, hurla. Alexandre, tu es mon bourreau, comme ton père. Tu me tues pour ton ego. Le coup de grâce vint d'un twist inattendu. L'amant, Marcus Hale, extradé de New York, révéla non pas son innocence, mais la mienne. Élise m'a dit que son fils était complice dès le début. Il gérait les comptes offshore. Mensonge pur. Mais semé pour me discréditer. Le procureur douta. Marie me confronta. As-tu vraiment tout dit? La paranoïa s'installa. UAM comme les catacombes sous mes pieds. Dans un accès de rage, je rendis visite à Élise en cellule. Hors protocole. Via un gardien corrompu. Finissons en. Dis-je, glissant une pilule, du même arsenic qu'elle avait utilisé. Prends-la. Et avoue tout. Elle rit. Un ricanement de hyène. Tu oserais? Tu es faible. Comme lui. Mais ses mains tremblèrent. Elle avala. Les yeux rivés aux miens. Était-ce du théâtre? Ou la fin? Les médias explosèrent. Tentative de meurtre filial. Je fus arrêté. Menotté dans la cour du palais. La foule hurlant des insultes. Twist. La pilule était un placebo. Mon dernier piège pour la pousser à l'aveu complet. Enregistré en secret. Elle craqua. Confessant tout, le meurtre. Les fraudes. Les manipulations. Mais le mal était fait. Mon geste controversé me coûta ma liberté temporaire. Libéré sous caution. Je fuis à la campagne. En Bourgogne. Chez un vigneron ami. Là. Parmi les cèpes noueux. Je ruminais, la vengeance avait gagné. Mais à quel prix? Élise condamnée à perpétuité. Gérard en sursis. Mais moi, marqué au fer rouge de la suspicion. Le chaos trao n'était pas sa chute. Mais la mienne. Avais-je libéré le monstre en moi? La Bourgogne en printemps est un mensonge verdoyant, les vignes bourgeonnent. Promettant un vin capiteux. Mais sous la terre. Les racines pourrissent si on n'y veille pas. J'y passai des mois. Incognito dans une ferme isolée près de Beaune. À vendanger manuellement pour expier mes péchés. Marie me rejoignit. Son amour un fil ténu dans la toile déchirée de ma vie. Tu as gagné, disait-elle. Mais ses yeux trahissaient le doute. Gagné? Élise pourrissait à Fleury-Mérogis. Gérard vendait son âme pour un sursis. Et moi, exilé. Hanté par des cauchemars où je tenais le couteau. Le twist final surgit comme un coup de vent mistral. Une lettre. Postée de Paris. Signée, ton père. Impossible. Mais l'ADN le confirma. Un demi-frère. Né d'une liaison d'Élise avant mon père. Un certain Julien. Avocat à Lille. Il m'avait cherché des années. Guidé par la clé perdue de mon enfance. Un coffre bancaire contenant des preuves que papa avait cachées, pas seulement l'empoisonnement, mais un testament révoquant Élise, me laissant tout. Julien, ce fantôme de 30 ans, au très mi-étranger,
débarqua un soir. Une bouteille de Romanée Conti à la main. Elle m'a abandonné à la naissance. Pour l'héritage. Dit-il. Voix rauque comme les galets du Rhône. Mais papa, non. Mon oncle m'a tout raconté avant de mourir. Papa, vivant, le choc me frappa comme une vendange tardive. Mon père n'était pas mort. Élise l'avait fait passer pour suicidé. L'avait séquestré des années dans une clinique privée en Suisse. Drogué. Brisé. Il s'était évadé il y a 5 ans. Changé de nom. Et avait élevé Julien en secret. Attendant le moment pour frapper. La révélation causa le chaos. Retour à Paris. Un nouveau procès, Élise accusée de séquestration. De faux en écriture. Elle s'effondra en cours. Hurlant, il valait mieux mort. Il me ruinait. Le public se divisa plus que jamais. Certains pleuraient la mère monstrueuse. D'autres acclamaient le père ressuscité. Moi, je serrai la main de cet inconnu. Mon père. Ses yeux bleus larmoyants. Je t'ai protégé à ma façon. Fiston. La vengeance culmina en une décision controversée. Je refusai l'héritage. Le donner à des associations contre la maltraitance familiale. Élise. En cellule. M'écrivit une dernière fois. Tu m'as tué plus que l'arsenic. Était-ce bic ACH? có hậu. Pour moi. Une paix fragile, avec mon père et Julien. Nous reconstruisîmes. Dans une maison près de la Loire. Loin des ombres parisiennes. Mais la nuit. Quand le vent murmure dans les chênes. Je me demande, la trahison est-elle dans le sang? Ou dans les choix? Paris. Au loin. Scintille encore. Un phare trompeur. Et moi? J'ai appris que la vraie liberté n'est pas dans la chute de l'autre, mais dans le pardon de soi. Fin.